Bonjour à tous et bienvenue pour la toute dernière aventure du Capitaine Flamme. Aujourd'hui, la caverne de vie. L'équipage de Flamme, accompagné d'Ezla, Johan et Ken, mais aussi deux scientifiques, Philip Winter et Cole Norton, partent vers Titania, un satellite d'Uranus, pour examiner les ruines d'une ancienne civilisation dont la technologie était très avancée, pour justement comprendre comment et pourquoi ce peuple s'est éteint. Et en fouillant un peu, ils vont découvrir une tablette avec dessus des inscriptions. Et comme toute civilisation qui se sait condamnée, ils ont gravé leurs derniers instants dessus, ils ont laissé un message, et leur mission est de la déchiffrer. Le soir même, Flamme rejoint les deux scientifiques car il a découvert comment ce peuple a disparu. Durant les périodes de colonisation de nouvelles planètes, il modelait les corps de personnes envoyées pour qu'ils s'adaptent plus facilement au nouvel environnement proposé par les planètes. En gros, ils ont créé une évolution artificielle capable de s'adapter et supporter les différences de climat entre leur planète et les nouvelles. Et cette formule intéresse beaucoup les scientifiques. Ils vont lui demander si justement elle était gravée sur la tablette, seulement non. Il n'est expliqué nulle part comment il faisait ça. Mais par contre, l'endroit où cette modification du corps était pratiquée est inscrite. Il s'agit d'un laboratoire secret nommé la caverne de vie qui serait sur la planète Aar. Ils trouvent ça merveilleux et demandent à partir tout de suite, en laissant tomber les fouilles car ils ont déjà ce qu'ils veulent. Et en trouvant cette caverne, ils pourraient créer des êtres intelligents, mais aussi modifier la vie pour devenir immortels. Ils pourraient aussi mélanger les espèces avec d'autres espèces. Et aussi, ils veulent devenir très riches. Mais bon, tout ça c'est caché car tout ça c'est surtout et avant tout pour la science! Et devenir très riche aussi. Et là, Flamme répond « Non, ce n'est pas bien. On doit laisser libre cours à la vie. Naître, grandir, mourir. Ça, c'est la vie. La science ne doit pas s'interposer dans l'évolution humaine. Ce n'est pas bien. » Évidemment, ils ne sont pas d'accord, mais Flamme s'en fout et il détruit la pierre. Et donc, ce secret restera à jamais perdu. Mais en fait, non, puisque le secret est gravé dans la tête de Flamme ainsi qu'Ezla et Johan. Donc, vous savez déjà qui c'est qui va se faire enlever pour qu'il puisse découvrir le secret. Mais juste avant ça, les Titaniens sont en colère, car déjà quand on s'approche de leur ruine, ils aiment pas ça, mais s'ils l'ont vu détruire une relique, là ça va pas le faire. Et donc pour calmer le jeu un petit peu, il va aller leur expliquer que si quelqu'un d'autre avait découvert ce secret, il connaîtrait le même sort que leurs ancêtres. Une fois de retour, Cole demande à ce qu'une barrière électrique soit installée pour éviter toute attaque des Titaniens, seulement ils n'ont pas les matériaux nécessaires pour la fabriquer. Il se porte donc volontaire pour aller sur Uranus tout seul, pour amener le matériel nécessaire pour la construire. Une fois de retour avec trois amis dont on ne connaîtra jamais le nom, Philippe va faire sauter une bombe qu'il a placée dans les ruines pour qu'ils soient attirés ailleurs, et comme ça ils peuvent enlever Johan et Ken, puis voler le Cyberlab et partent trouver la caverne. Stop! Problème. Lorsque Cole part avec ce vaisseau, le Lightning, il va revenir avec ce même vaisseau. Et ils vont repartir avec le Cyberlab en laissant le Lightning à Flamme, qui est inutilisable vu que le réacteur est détruit. Question. Pourquoi ils ne sont pas repartis avec les deux vaisseaux? Alors, l'excuse ça va être, il n'y a qu'un seul pilote. Alors, ok, dans ce cas, pourquoi il ramène d'autres mecs avec lui s'ils ne servent à rien? Ensuite, le Lightning, il est revenu avec. Donc, comment est-ce qu'il a pu être détruit 4 minutes après l'atterrissage? Alors, une nouvelle fois, l'excuse ça va être, ils ont mis une bombe. Mon cul, oui! Ça, c'est encore une facilité scénaristique, car s'il n'avait plus de vaisseau, le voyage s'arrête, et puis allez, hop, bisous, au lit. Et donc, vu comment c'est présenté, on sait très bien qu'ils vont le réparer en 2 heures. Sauf que cette fois, c'est pas genre ils vont trouver les matériaux sur la planète, oh là, non, 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 non. Cette fois, c'est au-delà de tout ce qui a déjà été fait. Ils vont prendre le vaisseau, car en fait, il fonctionne encore. Il est détruit, mais en fait, non, il peut encore voyager. Donc ça veut dire qu'il pourrait les suivre avec. Mais non! Et là, ça, c'est du génie. J'ai jamais vu ça.
Donc, ils vont prendre le vaisseau détruit qui fonctionne encore, vont faire un putain de détour pour retourner sur la Lune, donc chez eux, pour le réparer, car ils ont peur qu'avec les dégâts subis, ils ne tiennent pas la route. Alors déjà, sérieux, et ensuite, ils vont installer un moteur à oscillation pour rattraper le temps perdu à le réparer. Et alors là, moi j'applaudis, sérieux. Vous êtes des génies. Déjà pour commencer, le vaisseau est à moitié mort, donc logiquement, il ne devrait pas aller vite. Et si on suit la vraie logique, cette distance-là, tu ne la parcours pas en 35 minutes, mais en 10 ans. Et ensuite, s'il a tenu cette distance aller-retour, attention, n'oubliez pas, il était largement capable de les suivre et que l'histoire puisse avancer plus vite. Mais non, il fallait absolument le réparer pour qu'il n'y ait aucun problème. Sauf qu'ensuite, mais c'est de l'apothéose, voyons. Quand ils vont utiliser le moteur oscillation, le vaisseau ne va pas tenir, bordel de merde! Tout ça n'a servi à rien, le vaisseau arrivera endommagé après les réparations, alors qu'ils auraient pu y arriver plus vite en gardant le vaisseau endommagé de base! Putain que c'est mauvais! Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer là? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je viens de vous décrire? Parce que là oui c'est un résumé, mais dans la série c'est plus long que ça. Bon, pardon, on en revient à l'épisode. La caverne de vie se trouve au nord de la mer Noire, C'est la mer Noire. sous la paroi du cristal. Les méchants se posent dans les ruines d'une ville, mais se font accoster par une forme de vie étrange. Une fois l'atterrissage tout en douceur d'un vaisseau retapé à neuf, ils se dirigent vers la ville, mais vont se faire attaquer par une tribu d'hommes-tigres, car ils pensent que ce sont des humanoïdes qui veulent les envahir. Et juste à temps, Goro, un centaure, vient les secourir et lui fait comprendre qu'ils ne sont pas là pour ça. Goro, lui, pense qu'ils sont les descendants d'un peuple venant d'au-delà des ténèbres, à cause de leur coiffure. Mais ce qu'il appelle coiffure, ce sont leurs casques. Et d'après cette légende, les habitants d'au-delà des ténèbres viendraient sur cette planète pour redonner une apparence humaine à toutes les races hybrides. Ils ont changé d'apparence depuis plus de 300 générations par des savants grâce à cette caverne de vie. Et les descendants de ces savants, ceux avec qui le tigre les a confondus, vivent dans une ancienne cité non loin d'ici nommée Lapuna. Et ce même tigre, une fois après avoir été sauvé d'un piège par flamme, va faire appel à tous les hybrides de la forêt pour le remercier, et pour qu'ensemble ils puissent se venger de leur transformation, car il pense que lui et son équipe sont enfin l'espoir qu'ils attendaient tous, et que peut-être ils réussiraient à trouver une solution pour leur rendre une apparence humaine. Sikin, l'un des hommes faucons, a entendu parler d'un objet métallique qui se serait posé à Lapuna, et cet objet, c'est le Cyberlab. Ils vont ensuite l'emporter sur la tour dans laquelle sont toujours enfermés les prisonniers. Ils devraient pouvoir y retrouver Johan et Ken. On retrouve les deux scientifiques, dont Winter, qui se rendent discrètement dans leur cellule, car ils commencent à avoir des doutes sur ce peuple et commencent à avoir peur de Norton, car il est prêt à tuer Ken si elle ne lui donne pas l'emplacement de la caverne. Et donc, il est en train de lentement changer de camp. Il retourne avec Norton et les autres qui s'amusent comme des porcs, mais tellement il est bourré, il va le forcer à boire, mais il va le repousser, ce qui ne va pas du tout lui plaire. Flamme, de son côté, arrive à libérer Ken, puis demande à Sikin de l'emporter loin d'ici, le temps que lui et Johan se battent contre Norton et ses amis, qui l'ont entendu neutraliser le garde. Mais ils sont en désavantage et vont se faire maîtriser, puis mettre en cellule, et vont tenter, encore une fois, de faire parler Johan, cette fois-ci sous les yeux de Flamme. Sikin, après avoir déposé Ken, leur raconte tout ce qui s'est passé, puis tous les animaux se dirigent vers la cité pour tous les tuer et les sauver tous les deux. On entend les hurlements de douleur de Johan dans toute la ville, à tel point que c'en est trop pour Winter, qui décide de rejoindre le camp de Flamme en les visant avec une arme, mais seulement il n'a pas le courage de tirer et se fera abattre par Norton. Flamme, qui a été placé dans le couloir, se rappelle qu'il a jeté son arme dans la tête du garde, et qu'elle est encore ici. Il va réussir à la reprendre et se détache de ses liens pour sauver Johan, car il n'y a plus aucun garde vu qu'ils sont tous partis repousser l'attaque des hybrides. Mais comme ils sont en train de perdre, ils quittent la ville avec Norton à bord du Cyberlab et n'ont plus aucun moyen de les suivre car leur vaisseau s'est crashé. Mais ils n'ont rien à craindre car ils ne savent pas du tout où se trouve la caverne. Sauf que Johan a parlé, et donc ils savent où elle se situe. Mais pas complètement. Elle n'a pas révélé où elle se situait précisément. Elle les a envoyés fouiller la montagne entière alors qu'elle est en dessous. Norton et ses hommes sont en vue de cette montagne et vont commencer à regarder partout pendant que Flamme et les autres fabriquent un radeau pour traverser cette mer Noire car les montagnes sont visibles de là où ils sont. Une fois terminés et embarqués à bord, ils vont se faire attaquer par un monstre marin, ce qui empêche toute traversée de cette façon. Et donc, ils vont demander de l'aide aux hommes phoques pour tuer le monstre le temps qu'ils construisent un nouveau radeau pour traverser cette mer. Alors, vous auriez pu demander l'aide avant, ça aurait fait gagner du temps. Mais bon.
Une fois de l'autre côté, Sikin et Simon vont à la recherche du Cyberlab, mais ne trouvent rien. Par contre, ils vont remarquer une montagne à la forme étrange à 2 km du groupe. Ils partent dans sa direction et, effectivement, c'est bien l'entrée secrète de la caverne, qui est visible par n'importe quelle personne, qui n'est donc pas un secret, et qui, à moins d'être en fauteuil roulant ou aveugle, est facilement accessible. Bravo! Par contre, ils font un bac sciences et maths plus 15 pour deviner la combinaison secrète de la porte. Donc, comme Flamme est là, c'est réglé en 30 secondes, ils entrent et les voilà dans la caverne de vie. Mais tout ça, c'était le plan de Norton. Attendre que Flamme la trouve, puis y entre pour pouvoir ensuite y accéder sans rien avoir à faire. Ils demandent à lâcher leurs armes, mais il va faire diversion en activant une machine, puis vont se battre contre eux. Mais à cause de leur connerie, ils vont mourir par leur faute. Maintenant, il n'y a plus aucun ennemi. Ils retournent tranquillement dans la caverne, sauf que la machine que Flamme a activée a réveillé Cole et Atta, sa femme, qui étaient dans un long sommeil artificiel. Ils attendaient quelqu'un d'intelligent pour les aider à réparer leurs erreurs. Ce sont eux qui ont créé les hybrides, mais pas de leur plein gré. Ils ont été forcés de créer le plus de ces hybrides pour faciliter la colonisation spatiale, et quand ils ont appris qu'ils étaient exploités au fil de plusieurs années comme des esclaves, ils ont alerté la moitié de la population et s'en est suivi une révolte puis une violente guerre. Ils ont quand même tenté à plusieurs reprises de rendre l'apparence humaine aux hybrides, mais la guerre devenait de plus en plus violente. C'est pourquoi ils ont décidé, ensemble, de se retirer le temps que cette guerre se termine, et que ceux qui restent viennent les chercher pour les aider. Comme ça, les hybrides pourront retrouver une apparence humaine. Mais personne n'est venu car tout le monde est mort. Et puis, au fil des années, ils ont été oubliés jusqu'à ce que Flamme les réveille pour qu'ils guérissent tout le monde. Mais, problème. Ils ne peuvent pas les soigner. En fait, ce rayon ne fonctionnera que sur la génération suivante. Eux-mêmes garderont leur apparence d'hybride jusqu'à leur mort. Ils vont quand même accepter de passer sous le rayon, car même si eux ne redeviennent pas humains, leurs enfants à naître, eux, naîtront humains. Et grâce au Cyberlab, ils vont pouvoir amener tous les animaux possibles dans cette caverne pour bénéficier de ce traitement. Et au bout de 10 jours, tout ce peuple sera, entre guillemets, libéré de cette malédiction. Une fois tout ça terminé, Cole et Atta repartent sur leur planète au-delà des ténèbres, pendant que Flamme et les autres retournent chez eux car c'est la fin de leurs aventures.